Bonjour Michel Onfray. Vous êtes, on peut le dire, le philosophe le plus lu de France, l'un des plus lus. Vous publiez l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme aux éditions Plon. C'est encore un best-seller. Et vous dites dans ce livre, Michel Onfray, je n'imaginais pas, en commençant ce livre, découvrir autant d'ordures. Je vous cite. Qui sont les ordures? Que sont les ordures? Des ordures, je ne dirais pas qu'ils sont eux-mêmes des ordures, mais enfin, ce qu'ils disent, oui, ça relève du tas d'ordures, quoi. Eh bien, ça va de Alain jusqu'à Alain le philosophe, à Alain Badiou, le philosophe d'aujourd'hui, contemporain, en passant par Sartre, Beauvoir, Genet, qui encore, Ricoeur, étonnamment, qu'on nous a présenté comme le maître à penser d'Emmanuel Macron, et qui a été longtemps vichiste et pétiniste, presque jusqu'à la fin, quoi, en passant par Deleuze, par Foucault et un certain nombre d'auteurs Gallimard, dont on m'a refusé d'ailleurs la possibilité de citer les textes. Les ayants droit vous ont interdit de citer ces auteurs dans certains de leurs propos. Mais non, en temps normal, vous avez le droit à un certain nombre de citations gratuites, je ne sais plus combien, une douzaine de lignes par ouvrage ou je ne sais quoi. Et puis après, il faut les acheter, ça s'appelle les droits d'auteur. Donc en temps normal, vous dites, voilà, on achète 23 lignes, 17 lignes, etc. Et là, les ayants droit ont refusé. Oui. Alors, vous citez un certain nombre d'intellectuels de gauche qui ont été longtemps des références pour la gauche française. Je pense à Sartre, par exemple, à d'autres. Ce sont toujours des références, hélas. Vous avez toujours des gens qui expliquent que c'est pas ça, que c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela, puis qu'à un moment donné, Israël lui a donné un doctorat honoris causa, c'est bien la preuve qu'il n'a jamais été antisémite, etc. Et est-ce qu'on est allé voir ce qu'il a fait, ne serait-ce que fait, je ne parle même pas de ce qu'il a écrit. Je veux dire, il a quand même écrit dans des revues collaborationnistes comme Média, début de la guerre, milieu de la guerre, fin de la guerre, en 1943. Il est l'auteur de l'année de la revue Comédia, revue collaborationniste. Simone de Beauvoir, elle travaille à Radio Vichy, quelques semaines avant le débarquement. Alors je veux bien que tout ça compte pour rien, que j'invente, que je sois paranoïaque, et que ces gens-là aimaient tellement les Juifs qu'ils travaillaient dans des radios collabos et qu'ils les publiaient dans des revues collabos. Oui, donc en fait, vous citez très nommément l'antisémitisme. Vous dites, là, il y a un antisémitisme. Oui. Jean Genet, il y a un certain nombre d'écrivains de gauche. Et Jean Genet fait l'éloge du tankiste allemand, de la milice, de la Gestapo, d'Adolf Hitler, qui le venge des humiliations qui ont été les siennes quand il a été placé dans une maison de correction. Il y a un moment donné, moi j'ai connu l'orphelinat pendant 4 ans, je n'imaginerais jamais qu'Adolf Hitler me vengerait en faisant ce qu'il a fait et en détruisant des millions de juifs. Qu'est-ce que c'est que cette pensée-là? Oui. C'est la pensée Jean Genet. Mais c'est toujours Jean Genet, c'est toujours formidable. Donc là, voilà, on voit un certain nombre d'auteurs. C'est incroyable parce que vous faites des citations, malgré tout. Vous dites des choses. Et alors, quelque part, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de négationnisme de l'histoire qui s'est mis en place. Oui, depuis un petit moment d'ailleurs. De toute façon, il y a le bien et le mal. C'est pas compliqué, il n'y a pas la vérité et l'erreur. Vous savez, quand j'ai fait un livre sur Camus, j'ai lu l'œuvre complète de Camus, il y a un moment donné où la correspondance, etc., puis il y a 4 volumes de Pléiade, et il y a un moment donné où je me souviens très bien de ce que je découvre, et Camus dit, si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis, je me suis dit, mais ça change ma vie. Il faut absolument que je sois comme ça aussi. Oui. C'est la vérité qui importe, puis après on est de droite, on est de gauche, c'est pas très important. Puis après on est présenté comme un type d'extrême droite, ce qu'on n'est pas, mais c'est pas grave non plus. Et j'avais d'ailleurs dit à une époque que je préférais une vérité d'Alain de Benoît à une erreur de BHL, virgule, et une vérité de BHL à une erreur d'Alain de Benoît. Et le ministre de l'époque, qui était Manuel Valls, disait, regardez, Michel Onfray, qui vient de la gauche, qui défend maintenant un auteur d'extrême droite. Je dis, mais je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit quelque chose de beaucoup plus simple, peut-être à comprendre pour vous, mais que je préférais la vérité à l'erreur. Et que je disais après la vérité, peu importe qu'elle soit de droite ou de gauche. Ça, c'est difficile à penser avec des gens qui pensent toujours qu'il vaut mieux avoir raison avec Sartre que tort avec Raymond Aron. Non, raison avec... D'un seul coup, je me trompe, mais il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. C'est tellement sot comme pensée que j'ai du mal à la concevoir moi-même. Mais on se dit, ben non, si c'est Aron qui dit vrai, c'est Aron qui dit vrai. Et puis si Sartre se trompe, il se trompe. Mais derrière ça, il y a quoi? Une imagerie, une sorte de légende qui est inventée. Alors, vous racontez dans ce livre aussi, vous allez à l'origine, ce que vous appelez l'islamo-gauchisme. Et vous dites, à l'origine, il y a une sorte de mensonge. On revient au pacte germano-soviétique, des communistes qui soutiennent Staline, qui soutient finalement Hitler. Oui, ça c'est la chose impossible à dire. Il n'y a pas eu de Nuremberg de la gauche. Qui aurait permis de dire, mais regardez, une grande partie de la SFIO qui a généré le collaborationnisme, le vichisme, des gens comme Déa et comme Doriot, qui sont des collaborateurs notoires et qui ont créé des partis fascistes, venaient du socialisme, venaient du communisme. Il y a eu de fait le pacte germano-soviétique pendant 2 ans, un pacte qui a permis aux communistes français d'obéir aux communistes soviétiques, qui eux-mêmes avaient passé un pacte avec Ribbentrop et avec Hitler, qui disaient, nous avons des ennemis communs, l'argent, la City, la banque, Londres, le général
général de Gaulle et les Juifs. Et évidemment, quand Adolf Hitler envoie ses troupes, l'opération Barbarossa, en Union soviétique, d'un seul coup, les soviétiques se disent « on s'est fait avoir », et là, ils entrent dans la résistance. Oui. Mais demander aujourd'hui à des communistes, il n'en reste plus beaucoup, mais enfin des communistes qui auraient connu cette période-là, quand ils disent « ah, mais on a été résistants », quelle époque ? Quelle date ? Un André Malraux, très sympathisant communiste à l'époque, il entre dans la résistance en 1944, en mars 1944. Un certain Mitterrand, après avoir reçu la Francisque, où il devient gaulo-résistant, comme on dit, mais enfin, il devient vichisto-résistant, pardon, ça aussi c'est un concept qui me résiste, comme Marguerite Duras, dans les années 43, fin 43, parce qu'ils ont compris après Stalingrad que c'était fini. Donc il y a eu pendant 2 bonnes années la collaboration de la gauche et du nazisme. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Oh, mais moi, dans les greniers de mes grands-parents, il n'y a rien de tout ça », il a été, lui, trotskiste, et que le trotskisme, lui aussi, officiel. Il y a bien un ou deux trotskistes de temps en temps qui ont résisté, comme des communistes de manière individuelle, mais l'appareil a collaboré exactement avec les mêmes raisons que vous faites référence à Jean-Luc Mélenchon à propos de la fameuse affiche représentant Cyril Hanouna pour appeler à une manifestation contre le racisme, où les traits des affiches des années 30 du juif des films nazis étaient repris. Et il dit, c'est l'extrême droite, les médias d'extrême droite, la Bolorésphère, etc., Bolosphère, tous ces gens-là, ils ont dans leur grenier, parce qu'ils ont eu des parents fascistes et collaborationnistes, ils ont dans leur grenier ce genre d'affiches. C'est pas mon cas. Je dis, mais mon garçon, d'abord, je ne suis pas sûr que chez Bolloré, il y avait des résistants, mais chez les trotskistes de Jean-Luc Mélenchon, il y avait des collaborationnistes notoires, du moins d'un point de vue officiel. C'était la ligne. Après ça, vous pouviez vous distinguer de la ligne, mais il y a une espèce de méconnaissance de ce qu'est l'histoire de France. On peut tout dire aujourd'hui. On peut banaliser à Auschwitz, la Shoah et Oradour en s'en servant à toutes les sauces. On peut banaliser l'extrême droite aujourd'hui en disant que quiconque pense pas comme soi est un type d'extrême droite, qu'il y a du fascisme et du nazisme partout. J'ai vu l'autre jour, les gens ne regardent pas, mais le diable est dans les détails. Mais quand vous regardez i24 News, pour parler très précisément, et que je regardais les libérations des otages, vous avez des immenses calicots où les gens du Hamas parlent du nazisme juif, du sionisme nazi. C'est ça, c'est l'expression en anglais. C'est le sionisme nazi. Si évidemment le sionisme est nazi, alors dans ces cas-là, vous pouvez tout dire et n'importe quoi. Mais c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas excusé pour cette affiche. Il a été retiré, il n'y a que l'extrême droite qui la diffuse. C'est une erreur, mais au fond, on est responsable de rien parce qu'on ne savait pas. Oui, mais lui, il ment. Il n'y a pas un bouton de guêtre qui ne soit pas cousu ou recousu à la France Insoumise, qui n'ait été validé par Jean-Luc Mélenchon au préalable. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est pas un parti, c'est un mouvement gazeux. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'adhérent. C'est lui le chef. Donc il décide de ce qu'il veut quand il veut. Alors il y a des petits chiens derrière, il y a les Raquel Garrido, il y a les Corbières, il y en a un certain nombre là. Puis un jour il dit hop, vous c'est fini là. Moi j'avais décidé que je soutenais Quatennens, il a frappé sa femme, et ben je le défends quand même. Les autres disent vous exagérez quand même un petit peu, hop dehors, j'en prends d'autres, etc. On voit comment il se comporte. Donc c'est un personnage évidemment qui a validé cette affiche. C'est ça, lorsqu'il dit ces gens-là viendraient vous couper les cheveux pour en faire des matelas. Évidemment que ça aussi, ça revoit l'idée du camp pour Madame Braun-Pivet, en fait, etc. Braun-Pivet, toutes ces références-là, elles sont dites. Je ne sais plus quel obscur député a parlé l'autre jour de solution finale. Quand quelqu'un disait qu'il va falloir qu'on trouve une solution, et on l'entend dire solution finale. Oui, mais aujourd'hui, la France Insoumise, puisqu'il s'agit de ce parti, se défend d'être antisémite. Oui. Et défend finalement la Palestine, se dit que on est contre le sionisme, contre Israël, contre le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Ne dit pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Évidemment, puisque le Parti socialiste leur donne raison, puisque le Parti communiste le pense, puisque l'Arcom le pense, puisque le Conseil constitutionnel le pense, et qu'à chaque fois que vous venez dire une chose du genre j'assimile Jean-Luc Mélenchon au nazisme, l'Arcom vient vous faire une recommandation en disant que vous allez avoir à payer une amende ou ce genre de choses. Donc c'est tout un système qui défend Mélenchon. C'est tout un système qui défend l'islamo-gauchisme. L'université le défend. Il suffit que Boucheron, du haut de son siège du Collège de France, qu'a-t-il fait d'ailleurs? C'est quoi la bibliographie de Boucheron? Claque des doigts pour que d'un seul coup on dise mais ce livre ne va plus paraître. Et les presses universitaires de France disent non, on enlève le titre, ça n'existe plus parce qu'après si on n'achète plus les livres des presses universitaires de France, on va perdre la maison, etc. On est dans un climat de terreur avec des gens qui collaborent, si j'ai appelé ça l'autre collaboration. Mais certains vous diront, alors si on revient sur l'histoire, qu'à un moment donné, ces gens, ces auteurs, ces hommes politiques sont basculés dans l'extrême droite, dans le pétainisme, et qu'au fond c'était l'extrême droite. C'est-à-dire au fond ceux qui, disent-ils aussi, ont fondé le Front National plus tard.
Non, mais moi je l'ai lu, la liste des gens qui ont fondé le Front National. Oui, il y a un type ou deux, peut-être un, je crois, de la Légion des volontaires français. C'était des gens qui luttaient, qui s'engageaient dans les armées allemandes pour aller combattre le bolchevisme sur le front. C'était pas juste des gens qui avaient des calicots. Mais il y avait aussi des résistants. Il y a aussi des gens qui sont partis derrière le général de Gaulle, ou dans la folie du général de Gaulle, le 18 juin 40. Il y a eu ça dans tous les fondateurs. Donc je veux bien qu'on aille chercher ce type-là qui a été un engagé à la LVF. Mais quand il y a un tas de communistes qui, eux, ont défendu le régime stalinien, ont expliqué que le goulag, c'était une invention de la CIA, ont craché sur Solzhenitsyn, ont trouvé que Trotsky, qui était l'inventeur de l'armée rouge, c'était formidable. Il y a juste un moment donné où on peut dire, bon, l'histoire a eu lieu. Il y a des gens qui ont choisi un camp qui n'était pas forcément le bon. La Légion des volontaires français, c'était des gens au moins qui, quand ils avaient des idées, étaient capables de mourir pour leurs idées. C'était pas des gens qui restaient à Saint-Germain-des-Prés, à la Sarthe, à la Beauvoir, etc. Moi, je ne me serais jamais engagé dans la LVF, entendons-nous bien. Je dis simplement que quand on en a trouvé un dans la liste, on a oublié qu'il y en avait 6 ou 7 qui avaient été des résistants. Les propos de Jean-Marie Le Pen, qui était, pour le coup, totalement antisémite, mais j'ai plusieurs reprises. Et que, on a fait un numéro à Front Populaire, un numéro sur qui est d'extrême droite, qui est fasciste. J'ai fait, je sais pas, enfin, c'est 60 000 signes, c'est beaucoup, c'est quasiment un petit livre, hein, pour expliquer que Jean-Marie Le Pen, dont j'ai lu les mémoires, était d'extrême droite, était antisémite, qu'il a été dès le départ, et qu'il a été jusqu'à la fin, et qu'il n'y a pas eu que les jeux de mots, et que moi j'ai lu les 2 tomes de ses mémoires, donc je me suis payé 800 pages pour voir en permanence les éloges de Pétain, les éloges de Vichy, les éloges de Brasillac, les détestations du général de Gaulle. C'est constant, c'est perpétuel, puis après il y a la franc-maçonnerie, puis après, enfin, c'est un discours d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen était un homme d'extrême droite, et je me suis engagé en créant l'Université populaire en 2002 pour cette raison-là. Oui. Simplement, sa fille qui a hérité du magasin, elle a juste dit, il vendait des chaussures, maintenant, moi je vends des chaussettes. C'est normal, par exemple, que Jordan Bardella soit invité en Israël aujourd'hui, ce qui est quand même une première. Bien sûr que c'est une première, mais je me dis que si le président Herzog le fait, si l'État d'Israël le fait, c'est qu'ils sont quand même le mieux placés pour savoir qui les défend et qui ne les défend pas, qui est antisémite et qui ne l'est pas. Donc je pense que quand ils ont refoulé Rima Hassan, ils ont eu raison. Et quand ils invitent Jordan Bardella, qui n'est pas antisémite, après tout, ils ont leur raison. Mais c'est pas du tout adouber le fascisme, c'est pas du tout adouber l'extrême droite, c'est pas du tout adouber le nazisme. Enfin, ça n'a aucun sens. Personne ne rendrait aujourd'hui M. Roussel, du Parti communiste, responsable du pacte germano-soviétique. Personne ne dirait à Olivier Faure aujourd'hui que quand Mitterrand, en 1974, dit qu'il faut rompre avec le capitalisme pour pouvoir être dit socialiste, qu'il faudrait se réclamer de cette phrase-là. Tout le monde a accepté, entre le général de Gaulle et Jacques Chirac, et entre Jacques Chirac et qui, aujourd'hui, je ne sais même pas qui est à la tête des Républicains. Enfin, il n'y a personne, il y a une espèce de vacances. Oui. Il s'est passé des choses. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'entre le général de Gaulle et les Républicains aujourd'hui, il y a un monde. Entre le Rassemblement, le Front National de Le Pen et le Rassemblement National de Marine Le Pen, il y a un monde. Mais Marine Le Pen, c'est le Chirac des années 70. Alors, c'est pour le coup, et c'est vrai, et vous le rappelez, François Mitterrand s'en prend au général de Gaulle. Après la guerre, oui. et le nazifie quelque part, par moment. Non, comme très précisément, dans le coup d'État permanent, il explique, il le met en relation, mais Hitler, Mussolini, Franco et Salazar, et en disant que le général de Gaulle, c'est exactement la même chose. Cet homme qui a eu la francisque, des mains même de Vichy. Qui reste ami de Bousquier jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. L'ordonnateur et l'exécuteur de la rafle du Veldiv. Le dernier déjeuner que Mitterrand effectue à l'Élysée, il le fait de manière très symbolique, il avait le sens du symbolique. Mitterrand, il le fait avec Jean d'Ormesson, en sachant que c'est le bavard de la place de Paris, et il lui parle de la formidable puissance du lobby juif en France. François Mitterrand, dernier déjeuner à l'Élysée. Parce qu'à l'époque, dans la conversation, d'Ormesson lui parle du livre de Péan et des effets que ça a pu produire. Et il parle vous aurez pu mesurer là la formidable puissance du lobby juif, la formidable. Vous vous rendez compte? Oui, c'est jusqu'à la fin. Mitterrand qui fleurira la tombe du maréchal Pétain qui ne reniera pas, au fond, cette histoire. Jamais. Jamais. C'est Jacques Chirac qui fera le fameux discours du Veldiv et pas François Mitterrand. Ouais, oui, Chirac n'était pas du tout un homme de conviction, hein, c'était un homme de pouvoir. Mais vous savez, le diable est dans les détails. Et les descendants, je pense même que c'était Daniel Mitterrand ou son fils, je ne sais plus, mais la bibliothèque de François Mitterrand a été vendue. Et moi, j'ai acheté le catalogue, ça m'intéressait de savoir ce qu'il avait comme livre, comme manuscrit, etc. J'ai d'ailleurs acheté une lettre de Proudhon, une lettre manuscrite de Proudhon, qui a été faite lors de la vente de la bibliothèque de François Mitterrand. Et dans la bibliothèque de François Mitterrand, Daniel Mitterrand reliait des livres, et on relit les livres auxquels on tient. Celui qui est le plus et le mieux relié, c'est Lucien Rebatté, auteur fasciste, Les Décombres, les mémoires d'un fasciste, bien relié par Madame Mitterrand. Et Mitterrand avait ça dans sa bibliothèque personnelle. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les Deux Étendards, Lucien Rebatté, et il disait, il y a ceux qui ont lu Les Deux Étendards et les autres.
Donc oui, ça a toujours été un homme d'extrême droite sur le fond. Et quand Attali nous dit « Ah mais je ne savais pas que le type qui était à table c'était Bousquet, etc. » à mon œil, je connais des gens qui l'ont très bien connu et qui me disent « C'est un menteur ». Et d'ailleurs, les verbatim dans lesquels il raconte toutes ces choses-là sont sortis de l'édition. Ça ne se trouve plus, si vous voulez, sauf l'occasion. Oui, lorsque, Michel Onfray, vous parlez de l'islamo-gauchisme, vous en donnez une définition avec 10 notions. Hein. Parce qu'au fond, ce mot, on l'emploie, évidemment, et c'est réfuté par la gauche, l'extrême gauche, le nouveau Front populaire, ce qui était le nouveau Front populaire. Mais vous dites, au fond, ça vient de où? Ça vient de là? C'est compliqué, ça vient de loin. Si on ne va pas faire une histoire de l'antisémitisme, mais si vous voulez, disons vite fait, qu'il y a eu un antisémitisme chrétien, c'était le peuple déicide. Bon, ça c'est de Jésus, je dirais, jusqu'au XVIIIe siècle. On commence à voir un anti-judaïsme qui est Voltaire, par exemple, ou les philosophes des Lumières. Vous trouvez ça chez Helvétius, chez D'Holbach, chez le Marquis de Sade et un certain nombre d'autres, où ils vous disent, en gros, les Juifs, c'est ceux qui nous ont apporté le clergé catholique, et il faudrait se débarrasser de tout ce monde-là. Et puis d'ailleurs, ce sont des gens qui sentent mauvais, qui ont les oreilles ceci, qui ont les oreilles cela. Je rappelle quand même que quand l'abbé Grégoire écrit un texte sur la régénération des Juifs, c'est qu'ils sont dégénérés. Ça ne gêne pas Robert Badinter pour préfacer ce texte et ne pas voir que c'est un texte antisémite. Il est au Panthéon, comme par hasard. Il a été panthéonisé, l'abbé Grégoire, par François Mitterrand. Un homme qui nous disait, un bon juif, c'est un juif mort, d'une certaine manière. Moins vous serez juif, plus vous serez citoyen de la République, mieux ce sera. On arrive au 19e siècle avec un antisémitisme qui est de gauche, je dirais, anticapitaliste. Donc le capital, l'argent, c'est exactement la même chose que, pas le sionisme encore, mais enfin que les juifs. Donc il y a cette forme-là, et puis il y a la Shoah, et puis par la suite, il devient antisioniste, c'est parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, après Auschwitz, expliquer que... En fait, c'est le fait qu'Auschwitz a obligé à revoir l'antisémitisme. L'antisémitisme a été obligé de... Voilà, vous ne pouviez plus vous réclamer de tous ces gens-là. Donc c'est quoi, là, cette nouvelle construction, et elle est où, là, aujourd'hui? Elle est dans l'antisionisme. C'est-à-dire quand vous dites qu'il faut que la Palestine, ce soit du Jourdain à la Méditerranée, la question qu'il faut poser à ces gens-là, c'est « et on fait quoi des Juifs qui s'y trouvent ?» Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez expliqué? Voilà, d'accord. Alors, les Palestiniens, on leur donne la totalité d'Israël, et puis on dit, vous allez où, vous, les Juifs? Vous restez sur place avec la dimitude, ce qu'on appelle la dimitude, c'est-à-dire le servage qui est réservé aux gens qui ne sont pas musulmans dans un pays musulman. Donc oui, l'antisionisme est un antisémitisme, c'est la forme que prend aujourd'hui l'antisémitisme, et quiconque nous dit, mais moi je ne suis pas antisémite, je suis juste antisioniste, est quelqu'un qui nous ment. Oui. L'antisionisme aujourd'hui, c'est comme l'antijudaïsme à l'époque du XVIIIe siècle, c'est la façon qu'on a de pouvoir dire qu'on n'aime pas les Juifs. Par exemple, aujourd'hui, ne pas défendre Boualem Sansal. Là, il y a eu une manifestation hier. On a vu que la France Insoumise ne s'y est pas rendue. C'est vrai que Rima Hassan, vous l'avez cité, a voté contre une résolution européenne pour libérer ou demander la libération de Boualem Sansal, cet écrivain qui est toujours emprisonné en Algérie. Vous dites, c'est quoi là? C'est le signe de quoi? Cette même Rima Hassan nous fait savoir que Alger, c'est la Mecque des libertés. Elle dit qu'Alger, l'Algérie, c'est la Mecque des libertés. On a quand même fait savoir à Boualem Sansal qu'il ne pouvait pas continuer à avoir pour avocat M. Zirmé, qui est juif. Et on lui a trouvé un avocat qui était... je ne suis pas sûr de son prénom d'un seul coup, Zimré, je crois. Je l'ai rencontré quand il était ambassadeur au Danemark et que j'étais allé faire des conférences là-bas, qu'il me pardonne si je me trompe sur son nom. Mais on lui a dit, on va vous choisir un avocat d'office, parce qu'il n'est pas question que vous ayez un avocat juif. Donc il y a un antisémitisme d'État en Algérie, et vous avez des gens qui nous disent que l'Algérie, c'est la Mecque des libertés. Donc si on n'est pas dans l'antisémitisme, là, je ne comprends pas très bien. Alors la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis du président Tebboune en Algérie, qui dit je fais confiance au président Tebboune, et qui au fond, peut-être, c'est cette voie qui va peut-être permettre la libération de Boualem Sansal, plus que celle de Bruno Retailleau. Ah mais évidemment, si Tebboune est malin ce qu'il est, il va pouvoir dire qu'il a obéi à un ami de l'Algérie et qu'il libère, parce que c'est un otage. Il est un otage, Boualem Sansal. Et qu'il libère l'otage, moyennant quoi le chef de l'État va faire des facilités à l'Algérie, comme si on n'en faisait pas déjà assez. Et de fait, c'est bien joué pour Tebboune, il prend en otage, il dramatise la situation. On a un ministre de l'Intérieur qui dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça fait un petit moment que la guerre nous est déclarée, une guerre symbolique, on dira. Et il y a aujourd'hui un président de la République qui dit il n'y a pas de problème, comment peut-on collaborer d'une certaine manière? Oui, Macron va collaborer aux propositions de M. Tebboune et probablement pourra arguer que sa collaboration aura permis la libération de Boualem Sansal, ce que je souhaite. J'ose espérer que Boualem Sansal sera libéré, juste préféré qu'il fût libéré par d'autres moyens. Oui, Boualem Sansal qui dénonce l'islamisme
hein, ce qu'il appelle le dévoiement des démocraties occidentales. Oui, c'est notre Voltaire, oui. Voltaire, Boilem. C'est-à-dire qu'il a l'ironie, il a la drôlerie, il a la perception des choses telles qu'elles sont, il a dénoncé, oui, l'islamisme, mais en même temps les totalitarismes. Il est allé, ce qu'on lui reproche aussi beaucoup, c'est d'être allé en Israël et d'avoir mis les pieds là-bas, c'est-à-dire que c'est insupportable. Si vous mettez les pieds dans un lieu qui n'existe pas, vous faites la démonstration que ce lieu qui n'existe pas, il existe. La fameuse entité sioniste, puisque le mot Israël arrache la bouche de ces gens-là. Donc, quand il est allé à un salon du livre, je crois, là-bas, il était en train d'aggraver son cas, et à un moment donné, où on lui a fait payer. On a fait payer sa liberté de pensée, d'expression. Je le connais, Boilem, un peu, c'est l'homme le plus doux, le plus gentil, le plus conciliant, le moins agressif qui soit. Il a justement cet humour qui lui permet d'échapper aux passions tristes. Et donc, dire vous descendez de l'avion, direction la prison, et vous allez vous débarrasser de cet avocat juif, on va vous donner un avocat qui est évidemment pas un avocat, l'avocat du pouvoir, c'est pas un avocat. On voit bien que si vous dites de ce régime-là que c'est la Mecque des libertés, vous voyez bien ce qui se passerait en France si ces gens-là pilotaient la France. C'est vrai que l'islamisme que dénonce Boualem Sansal, il y a une manifestation ce soir au Dôme de Paris en présence des ministres de l'Outre-mer, Manuel Valls, de Bruno Retailleau, hein, le ministre de l'Intérieur. Et là, il y a le débat qui ressurgit sur la question du voile dans le sport, dans les compétitions sportives. Ça vous donne l'impression que ce débat permanent, c'est une forme de dire il y a un entrisme islamique en France ou que finalement la laïcité doit s'adapter. Je trouve que le voile est un faux sujet. C'est-à-dire qu'on est en train de se déchirer sur le voile, mais c'est alors le voile, pas le voile, un peu le voile, quel type de voile, etc. On voit Teddy Riner, même un sportif, qui est intervenu sur le sujet, oui. Oui, enfin bon, vous dites même un sportif, c'est un citoyen, et en tant que citoyen, il a le droit de parler, et n'importe qui a le droit de parler sur ce sujet. Moi, j'ai vu il y a quelque temps, à la télévision, j'ai oublié le nom de cette dame, mais c'était un couple, un vieux monsieur, une vieille dame. Ils étaient là parce que leur fille a été brûlée, vive, et ils étaient filmés. Et cette dame qui avait peut-être une vieille dame, je sais pas, elle avait mon âge ou quelque chose dans ce goût-là, peut-être 70, 60, et elle était voilée. Il ne me serait pas venu à l'idée d'imaginer une seule seconde que cette dame, elle était islamiste et qu'elle voulait absolument la charia en France. On voit des gamines qui ont des problèmes d'identité, elles sont hyper maquillées, ils ont le téléphone à l'oreille, etc. Elles ont un voile. C'est des gamines qui sont dans la provocation identitaire. Donc on ne peut pas dire, et je connais d'autres personnes qui portent des voiles et que je connais, avec lesquelles j'ai parlé, ils n'ont pas du tout envie de charia, ils ont envie de s'intégrer à la France. Et puis vous avez des gens, c'est pourquoi je dis souvent le problème c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête, qui eux sont dangereux et n'ont rien sur la tête. Moi je pense qu'ils sont forts de notre faiblesse. Que nous devrions plutôt dire le voile ceci, vous êtes pour, vous êtes contre, dans quelles conditions, oui le voile, pas dans les compétitions internationales, mais localement, enfin où est-ce qu'on en est là? Moi je serais pour une école dans laquelle on dirait, on va enseigner Darwin, et puis on va enseigner que la Terre n'est pas plate, on va enseigner Galilée, et puis on va enseigner l'évolution des espèces, et puis etc. Et ce sera comme ça. Et vous n'aurez rien à dire. Si nous étions forts avec nos propres valeurs, nous n'aurions pas besoin de lutter contre des gens qui disent « vous nous avez appris à détester la France, on le fait ». Ça fait des années que vous nous dites que la France est nulle, qu'elle est collabo, qu'elle est vichiste, qu'elle a créé le nazisme, etc. Ben on vous croit. Finalement, on vous croit. Bah oui, on récolte ce qu'on a semé avec des gamins qui aujourd'hui sont cultivés avec TikTok et répètent les bêtises qu'on leur raconte. Si on avait un chef d'État qui se met à nous dire mais nous avons une culture, et le chef de l'État français qui nous dit il n'y a pas de culture française, nous avons une culture, nous pouvons en être fiers, il n'y a pas de chose que nous n'avons pas inventé, la traite négrière. Nous avons inventé même la décolonisation. La traite négrière, elle existait, elle était africaine, elle a même été musulmane très tôt, et elle est toujours aujourd'hui musulmane, etc. Si on faisait vraiment l'histoire en disant nous allons la faire, nous allons vous l'apprendre, et donc le reste, vous allez croire ce que vous voudrez, mais c'est comme ça que ça se passe. Si nous étions sûrs et forts de nos valeurs républicaines, on n'aurait pas besoin de régler prétendument des problèmes de voile avec des gamines qui manifestent une identité qu'on ne leur a pas permis d'avoir, une identité républicaine, démocratique et française. Mais alors là, la France aujourd'hui est face à une menace de guerre. Président Zelensky qui arrive ce soir à Paris, Emmanuel Macron a carrément demandé finalement une économie de guerre face à l'attitude de la Russie en Ukraine, en disant que ça ne s'arrêtera pas là. Vous dites que là, effectivement, là, il y a un vrai danger. Il y a un danger avec Emmanuel Macron qui sait que dans quelques mois, il va quitter le pouvoir. C'est fini pour lui. Il reste 2 ans, moins de 2 ans, et donc qu'est-ce qu'il peut faire après ?
S'il peut prendre la France en otage pour qu'il y ait une guerre qui lui permettrait d'être chef de guerre en disant je ne peux pas laisser le navire comme ça alors qu'il est en train de voguer dans des eaux dangereuses, il en est bien capable. Il a déjà été réélu en utilisant l'Ukraine. Souvenez-vous, moi je ne fais pas de politique, je suis en train de gérer un conflit extrêmement important, etc. Zemmour s'est effondré, etc. Enfin, vous vous souvenez de ce que ça a produit comme effet, puis il a été réélu. Les doigts dans le nez, sans avoir fait une seule campagne, rien du tout. Donc je le crois capable d'utiliser tout pour pouvoir rester au pouvoir, ou pour pouvoir éventuellement fabriquer une espèce d'Europe en urgence, et être le patron de cette Europe-là en se disant je m'en reprends pour 5 ans. Donc il y a 3 impérialismes. Il y a un impérialisme russe avec Poutine, il y a un impérialisme américain avec les États-Unis. Il était discret, tranquille et un peu chevrotant avec Biden. Il devient agressif avec Trump. Et puis il y a un impérialisme européen. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu l'impérialisme européen, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes. Si l'impérialisme européen n'avait pas consisté à dire on va prendre l'Ukraine, puis on va reprendre, etc., et on va installer des bombes, et on va installer des bases militaires, etc., Poutine n'aurait pas dit 500 fois arrêtez. C'est pas un renversement de la responsabilité, comment on peut vous le rétorquer? Non, je fais de l'histoire. C'est là, il y a un agresseur. Non, je fais de l'histoire. C'est la Russie. Je fais de l'histoire. Les journalistes nous ont dit ce conflit a 3 ans. Je dis, mais attendez, c'est pas parce que vous arrivez avec votre caméra que vous allez créer l'histoire. Et le conflit, il existe au moins depuis 2014. Donc c'est pas depuis 3 ans. Les gens qui disent mais moi j'ai regardé telle télévision et j'ai vu un général qui m'a dit que, etc. Mais ça fait pas une culture, ça. Je dis juste qu'il faut remonter. Et encore plus loin, mais on pourrait faire. On pourrait aller voir comment, quand Poutine a proposé à l'Europe de l'Ouest d'agréger la Russie à l'Europe de l'Ouest et qu'on lui a dit « trop petit mon ami », il s'est tourné vers l'Est en allant voir du côté des Chinois. C'est le vieux conflit entre les occidentalistes et les slavophiles. Il a proposé d'être occidentaliste, l'Occident a dit non. Il a dit dans ces cas-là, je deviens, on va faire une Eurasie, on va devenir slavophile. Et à partir de ce moment-là, l'Amérique dit « allez, on avance. Et on fait des bases et on crée des trucs et on mange. L'Europe va manger et on ajoute ceci, on ajoute ce pays, etc. » Et à un moment donné, Poutine dit non, arrêtez. Mais ça, c'est pas il y a 3 ans. C'est pas il y a 3 ans. Et je ne défends pas l'agresseur, oui. Je ne défends pas ces façons de faire. Oui. Je ne défends pas la guerre. Je dis simplement que si on veut comprendre, vous savez, ni rire ni pleurer, mais comprendre, la fameuse phrase de Spinoza, si on veut penser de cette manière-là la question de l'Ukraine, on arrête de dire il y a des bons, puis il y a des méchants, et puis il y a ceci, puis il y a cela. Non, il y a 3 impérialismes. Et moi, je ne veux pas être pris en étau dans l'impérialisme français en disant économie de guerre, il n'y a pas d'argent pour les pauvres, il n'y a pas d'argent pour les miséreux, il n'y a pas d'argent pour les paysans, il n'y a pas d'argent pour les gens qui dorment dans leur voiture et qui travaillent, il n'y a pas d'argent pour les smicards en France. Et d'un seul coup, il y aurait de l'argent pour aller s'engager dans une guerre en Ukraine, en sachant très bien que cette guerre, si c'est ça, nous allons la faire sans les États-Unis contre la Russie, qui est une puissance nucléaire. On est prêt à ça? Ou on est prêt à faire la paix? Macron n'a pas envie de faire la paix. Et il va envoyer des jeunes aujourd'hui sur le terrain là, en disant vous allez mourir pour Kiev. Pensez qu'il y a des gamins de 20 ans qui sont prêts à aller mourir pour Kiev, qu'ils y aillent tout de suite. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des militaires français qui soient prêts à aller mourir là-bas. Donc je pense qu'il faut tenir un discours raisonnable, un discours pacifique, le discours que Jaurès tenait avant la guerre 14-18. Il n'a pas été assassiné par hasard, Jaurès. Il tenait un discours qui, s'il avait triomphé, ce fameux discours, aurait pu permettre de ne pas faire s'effondrer l'Europe entière parce que 2 peuples se sont massacrés, et oui. Pas seulement 2 peuples, les Français et les Allemands. Je pense que ces gens-là jouent facilement avec la guerre. Je ne suis pas un pacifiste. Je ne suis pas contre la guerre. Je pense simplement... Vous n'êtes pas contre le réarmement, les dépenses militaires. Le réarmement, c'est fait pourquoi? Vous savez, quand Hitler il réarme l'Allemagne en 1933, c'est pour que 1939 ait lieu. On ne fait pas des armes juste pour dire, vous avez vu, je vais faire des parades. Quand vous avez fait des armes, c'est pour vous en servir. La France ne s'arme pas pendant qu'Hitler s'arme, mais c'est pour ça que la France perd. Elle perd parce qu'elle a perdu depuis très longtemps. Quand on est en train de s'entendre dire aujourd'hui qu'il faut 7 ans pour construire une prison. Quand vous dites, mais créer des prisons, il y a des problèmes. Il faut 7 ans pour construire une prison. Ah bon, il faut combien de temps pour créer des Rafales, pour créer des chars, pour construire, etc. Ça m'étonnerait que ça puisse se faire en disant, on va faire un emprunt, on va récupérer de l'argent, et puis quand on aura récupéré de l'argent, c'est difficile de récupérer de l'argent en France, semble-t-il, eh bien, on aura fabriqué une armée qui nous permettra d'aller mettre la pâtée à Poutine. Vous croyez que Poutine, il va laisser faire ce genre de choses? Donc il y a juste un moment donné, on a des gamins qui sont en train de se donner des coups de poing, c'est une peignée. On a juste envie de dire au chef de l'État, vous ne pourriez pas être un peu chef de l'État? D'abord demander au peuple ce qu'il en pense. C'est pas un caprice, la guerre. Le chef de l'État n'a pas à dire « j'ai décidé que je ferai la guerre ». On a eu ça depuis le début, là. Mitterrand qui décide d'une guerre en Irak. Je me souviens de Jean-Pierre Chevènement qui m'a expliqué que quand les décisions concernant le rapport de la France à l'Irak, Mitterrand a décidé tout seul.
Et quand il venait lui poser la question, il disait « Mais vous avez déjà choisi, je crois, président ?» Et le président disait « Oui, bien sûr. » Oui. Vous êtes plutôt dans le camp de Dominique de Villepin, par exemple, dans une parole comme celle-là, aujourd'hui? De Villepin le fait pour d'autres raisons qui ne sont pas nationales. Je ne pense pas que Dominique de Villepin ait grand souci de l'intérêt général et du bien public. Il est devenu ce qu'il est devenu. Donc non, je suis du côté de ceux qui pensent qu'il faut donner toutes ses chances à la paix avant d'envisager la guerre, plutôt que de dire on commence par la guerre. Parce qu'un jour, il faut arrêter les guerres. Il n'y a pas de guerre qui ne se soit jamais terminée. Donc commençons par la paix. Ça me paraît être un meilleur résultat. Et le résultat, c'est quand même de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager les choses autrement que comme une espèce de viol de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis qui veulent s'emparer des terres rares, dans le genre on vous a donné des armes et vous allez nous rembourser, etc. N'oublions pas que les États-Unis, c'est un pays impérialiste. Depuis 1620, dès que le Mayflower arrive, il s'agit de détruire la totalité des pays qui résistent, en commençant par les Indiens, c'est-à-dire les autochtones. Donc là, ils sont toujours dans une logique impérialiste. Quand ils arrivent le 6 juin 1944, c'est pas parce qu'ils aiment la liberté, c'est pour s'installer avec une monnaie, et c'est pour faire de telle sorte qu'on puisse vassaliser la France. Je rappelle que l'opération de débarquement s'appelle Overlord, suzerain. On ne peut pas mieux dire les choses. Hein. Et donc, je pense que les gens sont trop dans l'immédiateté qui leur est permise par des semi-informations données par des chaînes d'information continues. Parce que si vous faites de l'histoire, si vous réinscrivez tout ça dans de la géopolitique ou dans de la géostratégie, ce que fait de Villepin, je conviens que Villepin fait ça. Mais Henri Guénaud, par exemple, le fait aussi. Vous avez des gens, Hubert Védrine, enfin les gens qui font, ou Pierre Lelouch, enfin voilà, ce sont des gens qui disent faites attention, on ne joue pas avec la guerre comme ça. Ce ne sont pas des pro-Poutine, ce ne sont pas des gens qui défendent Poutine, ce sont juste des gens qui disent défendons la paix, voyons comment elle peut se faire. Simplement pour ça, il faut des grands hommes. Et je ne sache pas que Emmanuel Macron soit un grand homme. Mais vous dites, comme certains, que la vraie menace, elle est à l'intérieur de l'Europe, ou qu'au fond, c'est ce que disent les Américains, d'ailleurs, c'est ce que dit J.D. Vance. C'est au fond, les Européens, vous êtes votre propre menace. Les Européens, ils ont cru qu'en créant des billets, on allait fabriquer l'Europe. On a commencé par créer l'euro. Il fallait commencer par créer le désir d'Europe. Vous avez aujourd'hui une disharmonie totale dans tous les pays d'Europe. Vous avez sur des questions de fiscalité, sur des questions, etc. Quand il s'agit d'acheter des avions, que fait l'Allemagne? Elle achète des avions américains. Que fait la Pologne quand elle achète des avions? Elle achète des avions américains. Comment on fait quand on a le problème des masques au moment du Covid? Les Italiens, ils demandent à des médecins cubains de venir les aider. Comment on fait quand il y a un arrivage de masques? L'Allemagne dit on les garde et on les donne pas à la France, etc. Elle n'existe pas, cette Europe. Elle n'existe pas. Je veux bien croire que ceux qui l'ont fondée pouvaient avoir quelque idéal, mais on l'a vu aujourd'hui. On n'est plus dans l'idéal, on est simplement dans le de 92 à aujourd'hui. Regardez, vous dites, c'est devenu quoi votre Europe? C'est devenu une espèce de bataille de chiffonniers en permanence dans lesquelles les plus pauvres paient toujours la facture. Maastricht, ça coûte cher aux gens modestes, aux gens pauvres. C'est un instrument de paupérisation. Ça enrichit les riches qui deviennent de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et ça appauvrit les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on veut continuer en refaisant des guerres qui ne sont pas des guerres nécessaires? Il y a un moment donné où si Poutine dit « mais moi j'ai le désir d'envahir la France et j'irai jusqu'à Brest, à Dunkerque et puis à Perpignan », je dirais oui. Bien sûr, allons-y, faisons-le. Mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de survie vitale de la France qui se trouve en jeu. Je pense que on s'engage sur une guerre qui théoriquement n'est pas la nôtre. On peut pas dire tiens, j'ai besoin moi de ma petite guerre en tant que chef d'État, je voudrais bien pouvoir me retrouver dans la peau d'un commodore, enfin de quelqu'un qui va décider de la totalité. Enfin, il faut avoir le souci de la France, des Français, de l'intérêt de la France et des Français. Il me semble. Mais Michel Onfray, vous êtes très attaqué par les gens de gauche. Vous êtes toujours de gauche? Oui. Vous estimez être toujours d'une gauche qui... Ce que vous appelez la gauche, c'est quoi? C'est Libération, c'est Le Monde, c'est l'Obs, c'est des gens qui justifient le fait qu'on puisse louer des utérus, qu'on puisse acheter et vendre des enfants, qu'on puisse dire à des gamins de 8 ans, même pas au collège, mais dans le primaire, que s'ils veulent changer de sexe, ils le peuvent. C'est ça la gauche? Non, c'est la marchandisation du monde. Ça, pour moi, c'est la droite. Et c'est même pour moi l'extrême droite. Moi, je persiste à croire que l'utérus d'une femme, c'est pas fait pour ça. Que les enfants, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Moi, je connais autour de moi des enfants qui ont été abandonnés. Je vois leur douleur, je vois leur souffrance. Et même des enfants qui, dans des divorces, n'ont pas perdu physiquement leur père, mais ont été éduqués sans la présence du père. Ça fait des ravages. Et là, on nous dit, si on est progressiste, on doit pouvoir louer des utérus. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le fétiche et la marchandise » qui m'a fait lire des contrats de location d'utérus. Mais c'est terrible, ce sont des contrats vétérinaires.
Et ce que la femme a le droit de faire, la femme porteuse, mais ce qu'elle a le droit de pas faire, etc., ce qu'elle n'a pas le droit de faire, pardon. Et on lui dit après, quand l'enfant arrive, ne le regardez pas, ne le touchez pas, n'ayez aucun contact, on le prendra, vous ne le regarderez pas, il ne faut pas que vous vous liez avec l'enfant, etc. Et puis vous donnez de l'argent, et puis etc. C'est interdit, il y a des gens qui le font, qui amènent l'enfant en France, qui écrivent des bouquins, qui sont reçus sur les plateaux. C'est formidable, deux hommes qui ont acheté un enfant, c'est formidable. Non, je ne suis pas progressiste, moi. Si c'est ça le progressisme, donc je crois qu'on peut être de gauche autrement. C'est pas parce que Mitterrand n'a pas su gouverner et qu'il est devenu giscardien et que le libéralisme ait fait la loi que pour autant la gauche doit dire nous on a suivi ça et de fait le marché doit faire la loi et si vous n'êtes pas de cette gauche-là c'est que vous êtes un type d'extrême droite. Moi ça m'est égal que les socialistes ou la France insoumise estiment que je suis quelqu'un d'extrême droite. Je sais qui je suis moi et je ne justifierai jamais qu'on puisse acheter ou vendre des enfants ou faire de telle sorte que les utérus des femmes, on est obligé d'ajouter maintenant, soient mercenaires. Il n'y a pas que ce sujet-là pour être de gauche. Il y a d'autres sujets. Oui, il y a l'idée sociale, un autre sujet. Vous voyez qu'il y a une justice sociale, vous, depuis que la gauche est au pouvoir, là, avec la droite et la gauche qui sont les mêmes, là, vous croyez que depuis Maastricht, il y a une justice sociale? Il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans des restaurants parce que c'est trop cher, parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir un Perrier à la terrasse d'un café parce que ça n'est pas possible. Des gens qui ne peuvent pas venir à Paris, le train aller, le train retour, dormir sur place, une chambre d'hôtel, c'est pas possible. Il y a des gens qui, au 15 du mois, n'ont plus rien du tout dans leur porte-monnaie. Il y a des gens qui sautent des repas. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande. Il y a des gens qui ne connaissent ni les vacances, ni les sports d'hiver pour leurs enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les musées, à l'étranger pour apprendre une langue étrangère ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle fait, la gauche, là-dessus? Vous croyez qu'elle fasse beaucoup? Il y a beaucoup d'argent pour un certain nombre de choses qui relèvent du wokisme, mais même pour les petites personnes ou les petites gens ou les petits gens qui, normalement, étaient les électorats de la gauche. Vous avez aujourd'hui dans les banlieues un fric fou qui est mis dans les banlieues. Beaucoup d'argent, des milliards. Ça ne marche pas. Moi, dans mon village natal, à Chambois, 500 habitants, où est l'argent qui a été investi? Est-ce qu'on a construit des médiathèques qui, d'ailleurs, se font brûler et on reconstruit la même médiathèque dans la foulée en disant on ne dit rien, il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Les gens en ont assez de tout ça. Et après, droite ou gauche, mais c'est cette gauche-là qui a fabriqué la misère et la pauvreté dans laquelle nous nous trouvons. Moi, c'est un pluriel de majesté, je ne me plains pas personnellement, mais je vois bien comment vivent les gens. Il y a plein de gens qui sont des gens qui travaillent aujourd'hui, qui vont au travail et qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un loyer. Oui. Mais c'est une forme de disqualification de la classe politique. Non, je dis simplement que les Maastrichtiens qui défendent exactement le même truc, c'est quoi la différence entre Laurent Fabius et Juppé? La droite, la gauche, Fabius il est de gauche et Juppé il est de droite. Laissez-moi rire. Ces gens-là, ils défendent le même monde. Et ils jouent être de droite et ils jouent être de gauche. Pour moi, la gauche, c'est pas ça. Ma gauche, et c'est pourquoi je suis toujours de gauche, elle est soucieuse de ces gens-là. J'aimerais qu'on puisse faire de telle sorte que, d'abord, il n'y ait plus de gens dans la rue. Ensuite, que des gens ne dorment pas dans leur voiture alors qu'ils travaillent. Que des enfants puissent faire des études avec des bourses dignes de ce nom, que certains salaires soient augmentés, que les ouvriers soient augmentés, que la retraite soit descendue, soit baissée. On doit pouvoir partager le temps de travail et ce genre de choses. On ne la voit pas, la gauche, sur ça. Elle est en train de dire exactement la même chose. Quand elle est dans l'opposition, la gauche dit « Oh non. » Quand elle est au pouvoir, elle fait la même chose que la droite, et vice-versa. Donc non, moi, ma gauche, elle est proudhonienne, elle est autogestionnaire, elle est contre le jacobinisme et la centralisation parisienne, et elle doit permettre des réorganisations à partir de l'horizontalité. Il y a des gens compétents, laissez faire les gens compétents. Et arrêtez de dire ce qu'il faut faire. Une anecdote, j'étais chez un ami l'autre jour très précisément, je peux vous le dire, j'étais à Valseny chez Laurent Gérard qui fait un spectacle formidable et un festival formidable, et je discutais avec quelqu'un qui était le directeur de la station et qui me dit, vous voyez, pour remplacer un télésiège, il me dit, il a fallu qu'on m'envoie un dossier de 800 pages. Un dossier de 800 pages. Mais laissez faire les maires, par exemple. Laissez faire dans le communalisme. Il y a une autogestion tout à fait possible. On a une espèce de bureaucratie aujourd'hui qui interdit tout. Et à chaque fois que moi je reçois une enveloppe avec du bleu, blanc, rouge, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous avez des nouvelles de la République, c'est juste pour vous dire, on va piquer du fric. Vous avez traversé le village à 53 à l'heure alors que c'était 50. Vous avez repeint vos volets de telle couleur alors que vous avez un bâtiment non loin et il aurait fallu utiliser le formulaire 42.3b qui vous aurait permis de savoir quel type de couleur, etc. C'est devenu ça, l'État. C'est devenu ça, on se dit, ça existe quand même l'État, quand il s'agit d'ennuyer les mêmes. Quand il s'agit d'ennuyer les paysans, ça marche l'État. Quand il s'agit d'arracher les yeux des gilets jaunes, ça marche l'État. Quand il s'agit en revanche de dire à la famille Traoré qui manifeste pendant le Covid alors qu'on n'a pas le droit de sortir et qu'il faudrait qu'elle reste chez elle, on ne dit pas de problème, c'est normal. On a un Castaner qui dit, mais moi je suis prêt à mettre un genou en terre, etc., etc. Donc pour moi la gauche, ça reste quand même la justice, ça reste quand même la liberté, la vraie.
pas la liberté de diffamer, pas la liberté d'insulter, pas la liberté de violer parce qu'on n'aurait pas les codes culturels, la fraternité, l'égalité, etc. J'aimerais bien qu'on puisse reprendre la République à zéro, qu'on puisse reprendre la Constitution de 58 du général de Gaulle. Et ça, pour le coup, si on pensait au peuple, alors on serait de gauche. Donc que Libération estime que je suis un type d'extrême droite, ça ne me gêne pas du tout. Ça me réjouit plutôt. Je vous assure qu'il dirait le contraire, que ça me ferait de la peine. Merci Michel Onfray. C'est moi. On peut le dire en toute liberté. L'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme, est publiée chez Plomb. C'est votre nouveau livre. Et nous étions ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Beaucoup.